Une minute, monsieur. Une minute vite fait, parce que j'ai déjà donné un papier, donc vous pourrez le lire. C'est marqué escroc de point un métier. Et ça fait suite à la dame qui discutait tout à l'heure de l'évasion fiscale pendant des milliards et des milliards. Et moi, je voudrais juste intervenir en tant que lanceur d'alerte, parce que ça fait 5 ans que je me tape la tête contre les murs et que ça n'aboutit pas, que ça n'avance pas. Or, vous êtes tous des pépés, je veux dire des pigeons potentiels, parce qu'il y a une telle diversité d'escroqueries en ce moment. C'est tous les jours. Ce midi encore, Jean-Pierre Pernaut en parlait au journal télévisé. Ce matin, j'ai reçu 3 coups de téléphone. Hier, c'est ma fille avec un papier rouge de l'huissier pour payer un truc qui n'avait rien à voir. Ça n'arrête pas. Alors, j'ai déposé, moi, une proposition. Je fais remonter. J'aimerais bien que les services qui s'en occupent, que ce soit la DGCCRF, répression des fraudes, etc., si les services dédiés de l'État étaient beaucoup plus fournis en moyens humains, matériels, etc., et avec une vraie volonté de casser tout ça et de les avoir, je pense que ça ne coûterait pas plus cher à l'État. Au contraire, ça leur rapporterait. Ça leur rapporterait. Donc vous avez écrit la proposition. Oui, oui. Elle a été prise en compte. Monsieur. Merci. Il reste que des hommes qui lèvent la main. Merci. Bonsoir, Monsieur Bayrou, et bonsoir à tous. Alors, je voulais d'abord... Attendez, on va faire un peu de silence. Voilà. Je voulais d'abord intervenir par rapport à ce monsieur. Je voudrais que vous constatiez, que vous admettiez que vous vous êtes exprimé. Alors, devant une salle qui a respecté vos propos, que ce soit les Gilets jaunes ou les autres, vous avez reçu un silence et tout le monde vous a écouté. Et je déplore que vous ayez eu ce comportement à quelqu'un qui n'était pas de votre avis, qui ne faisait vraisemblablement pas de votre côté, et vous êtes intervenu. C'est sans agressivité, monsieur, que je vous dis ça. Voilà. Bien. Alors, bien, cela étant dit, maintenant je voudrais répondre par rapport à une question qui a été soulevée au départ, tout au moins une affirmation, concernant une commerçante qui se plaignait de l'intervention des Gilets jaunes et qui savait fortement endommager son chiffre d'affaires. Bon, les Gilets jaunes, en ce qui concerne la région paloise, je pense que si elle est dans le centre-ville ou même en périphérie, les quelques manifestations qui ont pu avoir lieu n'ont pas gêné plus d'une demi-heure ou 3/4 d'heure le temps du passage de la manifestation, ce qui fait que les clients, ils auraient très bien pu décaler d'une demi-heure, voire de 2 heures, si c'était nécessaire, mais ils auraient fait leur achat, ils auraient fait leurs courses sans problème. Alors le problème, il n'est pas là. Il est, si elle a cette baisse de chiffre d'affaires, c'est tout simplement dû au pouvoir d'achat qui a fortement diminué. Et en plus, la situation économique du pays fait que les personnes ne dépensent pas et économisent plutôt parce qu'ils ne savent pas ce que sera demain. Aujourd'hui, c'est ça la situation. D'autre part, le commerce, il a été victime de Internet. Les gens achètent horriblement en quantité sur Internet. Et les commerçants qui ont une baisse de chiffre d'affaires, il faut qu'ils cherchent les raisons dans cette situation. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur, pour répondre, mais en 3 phrases. 2 phrases. Non, je ne vais pas parler. Je vais juste répondre. Je voulais le faire tout à l'heure, expliquer mon geste. Je vais le faire maintenant. Je trouve que dans notre assemblée, avec les problèmes qui sont évoqués, les problèmes personnels, les difficultés que personnellement, je n'imaginais pas, je l'avoue, je les découvre ici, je trouve honteux que quelqu'un qui travaille au CNRS, qui a la stabilité de l'emploi jusqu'à la retraite,
qui est grassement payé, qui travaille sur des sujets qui sont financés par les entreprises sur lesquelles il crache, son salaire venant de chez les contribuables, y compris les bourgeois, eh bien, pardonnez-moi, mais j'ai risqué l'accident parce que je viens d'être opéré du cœur, mais ça a été plus fort que moi. Je suis désolé. Merci beaucoup. Nous allons... vous avez 2 bras levés sur la droite, Non, non, non. Il s'en ajoute à chaque seconde. Je peux pas... Enfin, moi, j'ai le temps, hein. Allez. Merci. Il faut savoir résister. Bon, bonjour, je m'appelle Jacques Marion. Donc, j'ai commencé mes premiers projets sur les territoires en 1973. Et j'ai vu toute l'évolution de la société, l'évolution des territoires. J'ai commencé sous l'État centralisé pour arriver au millefeuille français. Et la situation s'est très dégradée. Parce qu'au début, dans ces années-là, les élus étaient de notre côté. Quand on avait un problème, c'était face à l'État. Et les élus, je peux en citer, des sénateurs, des députés, des conseillers généraux, ils étaient derrière les citoyens. Aujourd'hui, derrière les citoyens, il n'y a plus personne. Vous, les élus, vous êtes passés à gérer des territoires. Vous nous avez inventé un millefeuille invraisemblable, Madame en parlait, où personne ne comprend plus rien, qui capte toutes les initiatives, qui capte tous les financements. Et aujourd'hui, si les gilets jaunes ont explosé, c'est en grande partie à cause de ça. La décentralisation est un échec total, absolu. Il a glacé la démocratie locale. Aujourd'hui, que ce soit M. Macron ou même ici, on est devant des pouvoirs verticaux. Et enfin, ce soir, ils ne sont pas très verticaux. Hein. Non, mais aujourd'hui, ils ne sont pas verticaux. Et Dieu seul. Mais jusqu'à quelle extrémité a-t-il fallu en venir pour en arriver là? Non, enfin bon, allez-y. Alors, donc, j'ai été à la fac sur le tard, et donc, il y a eu un moment, un sujet qui a été proposé. Comment résolveriez-vous le chômage? Merci. Et donc, je me suis penché sur le problème, et j'ai donc rédigé un texte en 1998, « Comment résoudre le chômage, vaincre le chômage par une réforme globale de la société, de l'équilibre économique à l'humanisme équilibré ». Et tout le diagnostic qu'on porte aujourd'hui, moi je l'ai porté il y a 20 ans, et j'y connaissais rien. Je m'étonne que tous les gens aussi bien formés n'aient pas vu le drame qui s'annonçait à nous. Par exemple, sur le passage de l'euro, on a des gens qui étaient formés à l'ENA, qui connaissaient les mécanismes. Et à l'époque, on aurait dû comprendre qu'on ne pouvait plus faire de déficit. En 1974, l'ENA est arrivé au pouvoir. Président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, ENA. Premier ministre, Jacques Chirac, ENA. Jean-Pierre Fourcade, ENA. Aujourd'hui, président de la République, Emmanuel Macron, ENA. Premier ministre, Édouard Philippe, ENA. Ministre des Finances, Bruno Le Maire. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai compris. Moi, je suis devenu gilet jaune en 1993. Quand j'ai vu, j'ai pu bosser au plus haut niveau de l'État. J'ai visité les égouts de la République, monsieur. Je peux vous dire que c'est pas joli, joli, joli. L'argent public a été dilapidé dans des proportions parfois, mais absolument énormes. Aujourd'hui, on a, j'ai vérifié le chiffre aujourd'hui, 2350 milliards d'euros de déficit. Non, de dette. De dette, pardon, de dette. Bon, de dette.
Et quand moi j'ai vu tout ça, en 2016, j'ai dit, Monsieur Marion, il faut se retrousser les manches. Je me suis présenté à la présidence de la République. J'ai élaboré un projet. C'est arrivé à plusieurs d'entre nous. Je suis d'accord avec vous. Avec le même succès. Mais moi, j'ai une différence avec vous. J'ai été le premier macronisé. Un jour, je vous raconterai l'histoire, ça vous fera marrer. Et donc, la République m'a donné l'opportunité d'expliquer mon projet. Et je vais vous lire quelques lignes de ce projet. Ça va être très vite. Si c'est votre projet présidentiel, ça risque d'être un peu long. Non, non, il y en a 300 mots. 300 mots. L'objectif principal, c'était de réconcilier la société civile et le monde institutionnel. Parce que la fracture, elle est totale à tous les niveaux. Et je préconisais, pour réformer la société, 4 grands débats nationaux. Cherchez l'erreur. Les idées justes, peut-être il a pompé sur vous. Pardon, copié, excusez-moi. Alors, vous le dites ça en rigolant, mais je lui ai fait parvenir, parce que j'ai aussi quelques moyens de le faire, ces documents, ainsi que quelques autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème de la dette nous ligote complètement. Aujourd'hui, tous nos problèmes, tous ces problèmes qu'on évoque, tant qu'on n'aura pas solutionné la dette française, on ne solutionnera pas les problèmes. Il ne faut pas rêver. Voulez-vous? Alors, on va être là à 3 h du matin, il faut non, pas. non, non, mais je termine. Je termine. Et après, j'irai voir le professeur en économie. J'ai imaginé un système. Je ne suis pas sûr que vous le convaincrez, mais vous pouvez essayer. Non, non, mais attendez. Vous savez, c'est quand même tous ces énarques, tous ces professeurs d'économie, tous ces experts de tout poil qui ont créé la dette. Eh oui. Eh oui. Non, non, mais la dette a été créée parce que depuis 40 ans, la France est mal gérée. Monsieur Marion, on va s'arrêter. La France est mal gérée. On va s'arrêter. C'est vrai, vous allez déposer votre texte ou vos questions. On va passer, si vous voulez bien, à une autre question. Sans ça, je vais me faire lyncher. Monsieur. Merci. Ah non, on ne va pas rajouter encore des intervenants. Merci. Merci au mouvement des citoyens Gilets jaunes d'avoir pu exprimer peut-être une grande partie de ce que pensent les Français. Moi, je voudrais dire qu'il faut peut-être parfois donner l'exemple. Les présidents de la République, il y a 4 présidents de la République qui sont à la retraite et qui gagnent, pour le dernier, je crois, il me semble, j'ai vu ça il y a 4 jours, 11 000 euros par mois. L'avant-dernier, c'est 22 000. Monsieur Chirac, je ne sais pas. Et puis, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, je crois que c'est 33 000. Pourquoi il n'y a pas une égalité de salaire? Entre eux? Non, non. Un seul niveau de salaire. Et non pas 4, 5 en fonction Pour eux? Ben oui. Non, mais il n'y a qu'un seul niveau de salaire. Que ça se limite à 11 000 euros. Mais il n'y a qu'un seul niveau de salaire. Non, c'est ce que j'ai... Bon. Simplement, je crois qu'un certain nombre d'entre eux étaient membres du Conseil constitutionnel et c'était supplémentaire. Voilà la clé. La deuxième chose, les communes en 2018, question de justice fiscale, hein. En 2018, les communes vont récupérer 38 millions d'euros au travers du site américain Airbnb avec les taxes de séjour, 38 millions. Bruno Le Maire va récupérer 1,5 milliard au travers des GAFA, en espérant qu'il en récupère un peu plus, jusqu'à 2 milliards. Ça serait la moindre des choses. Mais en ce qui concerne les aires d'accueil, nous payons tous des impôts, des taxes d'eau, taxes d'électricité, taxes d'ordures ménagères. Qu'en est-il des aires d'accueil? Qu'est-ce qu'ils payent exactement? Qu'est-ce qu'ils ne payent pas? Qu'en est-il des... J'ai pas entendu. Des aires d'accueil. Des heures d'accueil. Des ordures ménagères, c'est gratuit, l'électricité est gratuite, l'eau est gratuite, ils ne payent rien du tout. Je demande un audit national de ce que les communes, les 36 000 communes françaises ont investi dans ces aires d'accueil, et je pense que ça doit avoisiner plusieurs milliards.
et ce qu'elle récupère en taxes diverses, notamment les simples mètres cubes d'eau, d'abonnement, d'électricité, d'entretien et d'ordures ménagères. Troisième point, pardon, aire d'accueil. Oui, des gens du voyage. Oui. Troisième point, et là vous avez plutôt, je pense que les politiques ont plutôt intérêt à faire attention au niveau des prix de carburant, qui sont actuellement à la pompe aujourd'hui à 1,40 €. 1,40 € pour un prix de baril de pétrole à 60 $ le baril. Le 11 juillet 2008, le prix de baril de pétrole était à 147 $ le baril. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Le prix du gasoil était à 1,46 €, c'est-à-dire à peu près 16 centimes de plus qu'actuellement, avec un prix de baril de pétrole qui était à 147 $ le baril. Et là, on est à 60. Ce matin, il était à 60,8 $ le baril. OK ? On est à 1,40 € le prix de gasoil. Oui, il y a Quand eu... le prix du baril de pétrole va peut-être arriver au printemps à 70, peut-être 80 parce qu'il est en train de remonter, ou 90, à combien quel va être le prix du gasoil à la pompe, alors que les gilets jaunes vous se sont rebellés. Les gilets jaunes se sont rebellés. Vous divisez l'augmentation par 188. Ouais, les gilets jaunes se sont rebellés parce qu'il allait y avoir une taxe carbone au 1er janvier 2019 de 10 centimes. Alors là, on est au mois de janvier. Au printemps, qu'est-ce qui va arriver lorsque le baril de pétrole risque de monter à Monsieur, 80-90 ? c'est la raison pour laquelle j'ai proposé un mécanisme régulateur qui fasse que si le prix du baril augmente trop, les taxes soient maîtrisées à la mesure. Mais attention, au printemps. Quatrième point, est-ce que ça va être une question de justice, de justice fiscale carbone, hein ? Les industriels payent des taxes carbone, les particuliers payent des taxes carbone d'une manière ou d'une autre. La France est le pays qui a le plus bas taux d'émissions de carbone au monde. On tourne entre 34 et 100 grammes de CO2 par kilowattheure. Alors que l'Espagne est à 236. Ça, c'est les données de ce matin. Hein, vous allez sur le site Electricity Map. L'Espagne est à 236 aujourd'hui, ce matin. La Grande-Bretagne est à 367 grammes de CO2 par kilowattheure de produit. Et l'Allemagne ? L'Allemagne est à 476, avec un charbon, 43% de charbon produit de l'électricité, c'est-à-dire de la lignite, la matière la plus polluante du monde. Ouais. Vous avez la Pologne qui est à 727 grammes de CO2. Quand il y a eu la campagne présidentielle de 2017, quand le président Macron est parti à Amiens pour les salariés de l'usine Whirlpool, qui a déménagé en Pologne. La Pologne qui produit de l'électricité à 727 grammes de CO2 par kilowattheure. Juste à côté de l'usine Whirlpool, vous aviez un champ d'éoliennes qui produit du kilowattheure à 11 grammes de CO2 de kilowattheure. 11 grammes. Pourquoi l'usine Whirlpool a produire ces sèche-linges en Pologne? Monsieur, c'est un peu plus complexe. Non, non. Parce que le bilan carbone, monsieur, non. Ouais. Là, vous êtes sur la production. Oui. Mais si vous faites le bilan carbone de l'éolienne, oui, de la fabrication de l'éolienne, non, mais ça, c'est plus compliqué. Moi, je vous parle du mix énergétique français, du mix énergétique allemand. Le Danemark est à 377 grammes de CO2. J'ai compris très bien. Alors, nous sommes les plus vertueux du monde. On parle des Danois. Ah, c'est magnifique, les Danois. 377 grammes de CO2. Ils sont avec une production d'électricité à 31% de charbon. 31% Monsieur, de charbon. Je vous promets que nous avons compris. Non, mais, alors, la proposition maintenant. Alors, la proposition. La Chine. Alors, l'Allemagne, on est en déficit de 17 milliards. Pourquoi les Allemands n'investissent pas, par exemple, à Pau, où on a de l'hydraulique à 25 grammes de CO2 par kilowattheure? Pourquoi vous ne faites pas de publicité sur ce moins 10 en carbone?
Pourquoi on ne fait pas de publicité sur des communes qui ont besoin des emplois? Monsieur, vous pouvez faire ce genre de reproche au monde entier, mais pas à la ville qui a décidé de mettre un transport en commun à hydrogène. Non, mais je suis d'accord. Ça, je suis tout à La fait d'accord. seule ville au monde, la première. Voilà. Non, mais vous devriez faire de la publicité, justement, en disant 25 grammes de CO2 par kilowattheure avec de l'hydraulique, alors que le Béarn, c'est le pot de chambre de la France. Il y a de l'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les produits chinois, on est en déficit. Monsieur, ça va, je vous propose qu'on arrête. J'arrête là. 2 minutes. La Chine, on est en déficit avec la Chine de 49 milliards d'euros. Ça représente l'équivalent d'1 million d'emplois. 49 milliards. Ils produisent des produits à base de 800 grammes de CO2 par kilowattheure. Mais qu'est-ce que c'est cette mascarade? Il y a 4 trains qui arrivent à Lyon par semaine, avec un train qui arrive à Barcelone. Et moi, je vais inviter les gilets jaunes, parce que justement, c'est le problème du carbone, la nécessité de la responsabilité universelle. Moi, je veux inviter les gilets jaunes à bloquer les trains qui viennent à Lyon. Je suis obligé de vous interrompre. Non, mais parce que vous avez pu développer votre raisonnement, mais il faut que tout le monde parle. Un jeune garçon au premier rang. Je souhaiterais parler justement par rapport à la première revendication des Gilets jaunes, donc la hausse des carburants, qui a la goutte d'eau qui a déclenché tout ça. Je souhaiterais proposer tout simplement d'utiliser, au lieu de nous faire des aides pour passer aux voitures électriques, ce que je pense beaucoup ne peuvent pas se permettre, plutôt faire des aides pour adapter les véhicules aux biocarburants. Par exemple, pour les moteurs essence, il y a l'éthanol qui peut très bien marcher. Il faut juste légèrement modifier le moteur. Et on aurait pour peut-être 1 500 €. Bien, je suis d'accord avec toi. Les biocarburants que beaucoup de gens écartent aujourd'hui sont une des solutions qui peut permettre de ne pas augmenter le stock de CO2 dans l'atmosphère. Et simplement le maintenir. Très bien. Mais c'est la même chose. Si tu m'écoutes, je vais en deux... Non, je ne vais pas le faire. Mais je peux te montrer en 2 phrases que les 2 problèmes sont liés. Parce qu'on ne peut pas nourrir la planète si l'on n'est pas capable, les bonnes années, de faire de l'excédent. Parce qu'il faut pouvoir, les mauvaises années, être au niveau de consommation. Et si on doit faire de l'excédent, il faut que cet excédent soit utilisé utilement et à faire des biocarburants en particulier. Monsieur, à condition que vous n'insultiez pas les présents. J'ai peut-être insulté quelqu'un? Pas loin. C'est-à-dire, mais je n'ai pas insulté quelqu'un. Pas loin. Si, tout à l'heure. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit alors? Quelles ont été mes insultes? Voleur, vous avez dit. Pardon? Voleur, vous avez dit. Oui, bien sûr, oui. Voleur, vous ne trouvez pas que c'est une insulte? Non, pas du tout. Je pense être réaliste. Simplement. Bon, simplement, monsieur Bayrou, vous avez dit dans une démocratie où les Français n'ont pas l'impression d'être représentés en début de débat. Moi, je vous le dis, ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Oui. Ça, c'est la première des choses. Vous balayez d'un coup de main le tirage au sort en prétendant... Non, je ne balaye pas, je suis contre. Bon, je suis vous êtes opposé. Contre le tirage au sort. Je suis hostile. D'accord. En prétendant qu'on tirerait au sort n'importe qui. Oui. Pourquoi prétendre n'importe qui alors que ça seront des citoyens inscrits volontairement sur des listes et des citoyens qui seront révocables s'ils ne font pas leur travail? Je pense, moi, qu'au contraire, c'est responsabilité justement à la citoyenneté. Contrairement à vous, qui vous voulez encore ce vieux système de gouvernance qui a fait son temps, parce que je vous le dis, les Gilets jaunes, nous, ce que l'on veut, c'est faire évoluer la démocratie qui n'a pas bougé d'un iota, où vous, les hommes de loi, écrivez vos lois pour vous. C'est-à-dire que vous écrivez votre toute-puissance et vous écrivez notre impuissance. C'est ce qui est écrit dans la Constitution. Ce que veulent donc, comme je dis, je reprends, ce que veulent donc les Gilets jaunes, c'est une démocratie directe. Voter, ça n'est pas décider. Voter, c'est élire une personne qui décide et vote à votre place. Ça, monsieur, ça n'est pas une démocratie. Je suis désolé. Si vous parliez tout à l'heure de démocratie, ça vient du mot grec « démos kratos ». Peuple, pouvoir, c'est-à-dire pouvoir au peuple, ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Comme je vous le dis, ce n'est pas aux hommes de pouvoir à écrire les règles du pouvoir. Juste une information et j'en terminerai.
pour savoir la différence qu'il y a entre 1 million et 1 milliard. Parce qu'il faut savoir que sur cette planète, il y a des personnes qui sont riches à milliards. 1 million en secondes représente 11 heures. 1 milliard représente 33 ans. On est bien d'accord? Pour que vous fassiez un petit peu dans votre tête le calcul. 11 heures, 33 ans. Et il y a des personnes ici, enfin pas ici, mais des personnes sur cette planète qui sont riches à milliards. C'est pas 11 heures, monsieur, c'est 11 jours. Pardon, oui, excusez-moi, c'est 11 jours. J'ai mal lu. C'est 11 jours, on est bien d'accord. Et les autres, c'est 33 ans. Je pense qu'il y a une sacrée différence. Comment est-ce qu'on peut accepter dans ce monde qu'il y ait des personnes qui soient riches à milliards? Ça, monsieur, c'est pas de la politique, c'est de l'arithmétique. Oui, si vous voulez, mais la politique actuelle, elle autorise les évasions fiscales à milliards, c'est-à-dire à milliards de 33 ans, si vous préférez, et en plus une évasion fiscale qui est légalisée. On va donner la parole à ce monsieur au fond. Qui est constitutionnelle, elle est légalisée, comme vous dites. Ils vont parler. Bonsoir. En fait, ce qui se passe avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est un petit peu le tiers-État qui est en train de se manifester, au nom du tiers-État. C'est gentil à vous de me citer. Ce tiers-État manifeste son indignation face à l'injustice, à l'inhumanité, face à la violence sociale et aux raquettes fiscales. Aujourd'hui, nous faisons face à un pouvoir qui est basé sur le profit, la cupidité et l'avarice. Les Français sont les derniers à se lever, car jusqu'à maintenant, ils ont été préservés. Mais les Français, ces Français, ils ont assisté impuissants à l'inadmissible, le pillage de l'Afrique, du Proche, du Moyen-Orient, puis les mesures d'austérité en Europe qui sont en train de s'appliquer en France. Aujourd'hui, il est temps de dénoncer un système oligarchique et la toute-puissance de la finance internationale et des multinationales. Et il est temps également de dénoncer une dictature technocratique européenne qui impose sa feuille de route aux nations, et le rôle des dirigeants sont d'en appliquer la feuille de route. Donc aujourd'hui, ce que nous attendons, humains, c'est de changer ce système pour un système avec plus de justice et plus d'humanité. Il est temps de résoudre les causes véritables et profondes, et c'est à la France, en honneur à son histoire et à ses valeurs, de montrer l'exemple. Monsieur Bayrou, vous avez fait campagne en 2007 sur le thème de la dette publique, cette dette qui asservit les nations. Vous avez dénoncé la collusion des pouvoirs politiques et médiatiques, qui sont les outils de domination de la haute finance internationale. Face au mépris et à la violence, aujourd'hui, il est temps de retourner ce système orwellien au nom de la dignité, au nom de l'humanité, au nom d'un projet d'espoir. Merci beaucoup. C'est infiniment gentil d'avoir cité des titres d'œuvres auxquels je suis attaché, de livres auxquels je suis attaché. Vous n'aviez pas levé la main avant? Non, c'est pas vrai. Allez. Je vous signale que la salle est pas loin d'être vidée et que nous voulons entendre la tribune. Non, 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 non. Ah non, non. Vous vous échapperez pas comme ça. Il va vous donner la parole. Il va vous donner la parole. Oui, bonsoir Monsieur le maire. Donc je confirme ce que vous disiez, que l'exonération de la taxe d'habitation, il y a le maximum de revenu fiscal, l'impôt de revenu fiscal est de 27 000 pour 2019. Donc ceux qui paient en dessous en seront exonérés. Un autre point que je voudrais aborder... Mais non, mais dites pas c'est faux. Non, mais ne dites pas ça. Je vous dis avec... pour une fois, pour une... Au mois d'octobre et novembre, voilà, elle avait déjà baissé de moins 20%. Écoutez, c'est assez simple. Ce monsieur vous le confirme. Et oui. Ben oui, amenez-moi, mais c'est pas moi qui vous la payer, excusez-moi.
conduit pas nécessairement à bénéficier d'une exonération de la taxe d'habitation. C'est pas moi qui ai inventé, c'est vous, c'est le gouvernement. C'est comme ça. Mais monsieur Bayrou. Non mais on peut, c'est pas une opinion, c'est un fait. En France, bon, allez, je vais pas me battre plus que ça. Bon, Tout à l'heure, on demandera au professeur Lecacheux ce qu'il en pense. Je voudrais, avant d'abord... Non! Je ne vais pas me battre contre des bêtises. C'est des bêtises. Ce n'est pas vrai. On ne paie pas de taxe d'habitation si l'on n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu. Voilà. Le monsieur qui est appuyé sur son parapluie va se lever et me donner raison. Si, mais si. Ah non, non, je ne vous ai pas donné la parole pour ça, non. Vous n'avez pas demandé la parole. C'est pas indexé, c'est exonéré si l'on n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Dans la taxe d'habitation, il y a une partie technique liée à la valeur locative, il y a une partie liée au revenu. C'est cette partie liée au revenu qui a des dégrèvements. Mais il reste toujours la partie. Ça ne sera plus en 2019. Mais par contre, ça va changer. Ils ont raison. Voilà. Il y a un foyer sur deux qui n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu et un foyer sur deux qui n'est pas soumis à la taxe d'habitation. Bon, c'est comme ça. Bon, je peux... Hein? Oui, c'est son directeur de cabinet. Bon. Alors, Bon, il paraît que je me trompe et donc... Non, 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 non. Non, 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 non. Ah, il faut des hommes de confiance. Je ne me trompe pas sur le réel. Je me trompe sur la règle, c'est possible. Mais, non. Mais, je vous garantis que la taxe d'habitation, puisque on va en exonérer pour un tiers 80% des foyers, mais avant, la moitié des foyers de Pau ne payaient pas de taxe d'habitation. Et c'est la moitié des foyers de Pau qui n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Voilà. À Pau. Non mais... Bon, question. Bon, je continue. Je rappelle à cette noble assemblée que le champion des prélèvements obligatoires, c'est un président qui a exercé entre 2012 et 2017. Ça, c'est pour la petite histoire. J'ai une autre information que je peux donner à la personne qui s'est exprimée et qui a travaillé, qui a eu une enfance difficile. Il me semble avoir entendu ce matin que le gouvernement avait nommé un secrétaire d'État à l'enfance maltraitée. Donc, là, à la protection de l'enfance. Je vais poser ma question. Elle est simple. Quels sont les mécanismes que l'on peut modifier pour éviter que des gens préfèrent rester chez soi au chômage alors que des gens travaillent pour 100 ou 200 euros de plus et non, ne dites pas que c'est honteux. Donc, moi, je vais vous citer... Écoutez-moi, Écoutez-moi. Je vais vous citer... Madame, je ne parle pas, j'essaie de faire que tout le monde parle. Non. Je ne défends pas mon point de vue, je défends l'expression des gens qui sont dans la salle et on vous a longuement entendu. Vous-même. Ben écoutez, excusez-moi, il faut bien quelqu'un qui dirige le débat. Bon, je repose ma question. Quels sont les mécanismes que le gouvernement pourrait mettre en place pour éviter que des gens qui sont au chômage préfèrent rester chez eux alors que des personnes qui souhaitent travailler et qui gagnent à peine 100 ou 150 euros de plus vont travailler alors que d'autres restent chez eux. Donc, vous allez vous faire engueuler. Je m'en moque. Vraiment, je ne suis pas gilet jaune, je suis l'ancien directeur administratif et financier, donc vous vous doutez bien que... Bon. Là, on commence à avoir un visage. Voilà. Monsieur Bayrou, je suis
Ravi de pouvoir communiquer avec vous. J'ai écouté tout le débat le plus calmement possible. J'ai tout entendu. Ce que j'aurais aimé, si vous voulez bien, c'est que vous fassiez repasser à l'écran la présentation que vous avez faite avec la ventilation des 1000 euros. Oui, c'est pas moi, c'est le... Voilà. Alors, quand vous arrivez à la ligne charge de la dette, pour 1000 euros, vous avez 37 euros. Pour faire simple et court, ça fait 3,7%. Je sais que vous parlez à l'oreille des chevaux, puisque vous les aimez. Vous suscitez à celle de notre président. Il ne peut pas émettre et pas oublier, puisqu'il a été aussi dans toute cette branche de faire pas mal d'études, pas mal de formations, et surtout au travers du niveau bancaire, que quand ça fait 3,7%, on est dans le cas d'une situation d'une société qui est en dépôt de bilan. Ça veut dire que d'une façon simple, il faut se poser une question claire. La société France est en dépôt de bilan. Donc il faut prendre les mesures qui représentent le dépôt de bilan avec une société un peu particulière, c'est qu'elle ne peut surtout pas être liquidée. Donc il faut hiérarchiser les obligations. La première, elle est sociale. Donc il faut prendre l'inventaire de tout ce qu'on a entendu, qui va représenter un montant de X. Et puis en face, bien évidemment, comme il faut l'équilibrer, vous allez avoir deux vecteurs. Celui de trouver, bien évidemment, des recettes, mais aussi celui de faire beaucoup de dépenses. Donc dans toute la strate qui va exister, vous allez élaguer tout ce qui n'est pas privilégié à ce que vous avez retenu, c'est-à-dire à la priorité sociale. Et bien évidemment, au bout du compte, vous verrez combien il vous faut éventuellement de recettes supplémentaires. Et je pense, pour conclure, que ça sera sûrement plus facile à expliquer aux uns et aux autres, s'il en manque, de dire ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir régler ce problème-là. Je pense que notre cher président, qui est en réalité obligé à une politique générale, pas aller chercher en définitive à la 3e décimale, pourrait effectivement s'inviter à ce genre de réflexion, pas nous amener à la situation à laquelle on s'est trouvé déjà depuis 2 mois, qui va continuer, et peut-être effectivement résoudre un problème qui est un problème complètement inadmissible pour le pays qui se revendique être riche comme être le nôtre. Merci beaucoup. Qui reste? Ah non, non, non. Qui a une question de vie ou de mort? Allez-y. Oui, c'est ce que j'essayais d'insinuer. Vous trouvez que je ne suis pas assez directif? Bon. Madame, je vous ai entendu, vous l'avez dit 8 fois. Peut-être ce n'était pas la peine de répéter 8 fois. Monsieur, 418 milliards. Merci. Monsieur Bayrou, vous payez vos amendes, je crois. Comme vous êtes quelqu'un de raisonnable, à mon avis, vous ne devez pas en avoir beaucoup. Par contre, il y a des sociétés qui en profitent et qui ne payent pas leurs amendes. Voilà, ça représente 418 milliards d'euros, rien que sur la région PACA. Donc, avec ça, je vous fais la relance économique. C'est les surfaces illicites des grandes surfaces. Tout à l'heure, on parlait du commerce de centre-ville. Ce sont les astreintes sur les mètres carrés illicites. Ils existent, ils sont là, ils ne disparaissent pas. Ça représente à peu près 150 € du mètre carré par jour. Je vois qu'il y a monsieur le préfet qui est là-bas. Je sais qu'il connaît le chiffre. Le problème, c'est que les 418 milliards d'euros, l'État ne veut pas les récupérer. Alors moi, je me demande pourquoi il ne veut pas les récupérer. Puisque c'est des amendes et que c'est de l'argent qui appartient aux Français. Voilà. On a toutes les preuves. On est une association depuis 25 ans qui combattons les dysfonctionnements des grandes surfaces. Les 418 milliards, c'est uniquement la région PACA, parce que comme on est une association, on ne peut pas payer et contrôler toutes les surfaces commerciales de France. Voilà. Donc on vous demande, vous, élus, de le faire aujourd'hui. Ben, si on a gagné 418 milliards, on n'a pas perdu la soirée. Ben, j'espère que vous allez les gagner et que vous allez les récupérer. Merci beaucoup. Ah non, vous venez de multiplier par 3 les nombres de mains levées. Non, je vais prendre 2 dernières questions. Arrangez-vous entre vous. Les 2 messieurs au fond, l'un contre la Talencaire et l'autre assis.
Non, non, là, on est à bout de force. Par intermittence. Ben, je le prendrai peut-être, mais ça sera le dernier. Bonsoir Monsieur Bayrou, bonsoir à l'Assemblée. Donc moi je vais parler un petit peu à contre-courant de cette salle. Je vais certainement me faire engueuler, mais c'est pas grave. Non, je vous assure, ça arrive Oui, mais à un maire tous les jours. Donc. Et à un chef d'entreprise également. Oui. Voilà, donc vous aurez compris que j'interviens en qualité de chef d'entreprise qui, comme bon nombre de mes confrères, faisons partie des forces vives également de la nation, comme les salariés. Nous sommes également donc créateurs de richesses et d'emplois. Malheureusement, la culture française fait malheureusement apparaître un dédain notoire envers les chefs d'entreprise de la part d'un certain nombre de nos concitoyens et surtout des institutions. Il suffit de consulter simplement le manuel du droit du travail pour se rendre vite compte que l'entreprise a toujours tort et surtout constamment menacée de sanctions. L'entreprise en général, bon là je parle effectivement des PME, TPE, bien sûr pas les grands groupes, bien sûr. Donc l'entreprise est malmenée en France et je m'étonne d'entendre les instituts de sondage nous expliquer aujourd'hui que notre pays est un des tout premiers à attirer les investisseurs étrangers. Là c'est vrai que je m'étonne beaucoup sur ce sujet-là. Nous sommes, nous, pourtant, les entrepreneurs, au sommeil léger, puisqu'on dort très peu. On est toujours sur le qui-vive, toujours inquiet de ce qui va se passer le lendemain. Est-ce que l'entreprise va continuer à pouvoir gagner de l'argent pour payer les salariés? Donc, c'est bien nous, les chefs d'entreprise, quand même, qui avons une partie des clés pour régler les problèmes de l'économie française. Je pourrais vous citer un certain nombre d'anecdotes concernant les salariés, parce qu'il faut quand même ne pas oublier que dans l'échelle sociale, ce ne sont pas forcément les hautes sphères de la société qui détiennent le monopole de la voyeuserie. On la trouve également en bas des situations sociales. Donc là, vous voyez, par exemple, moi aujourd'hui, j'ai quand même une de mes salariées qui avait quand même un CDI à 2000 €, aux alentours de 2000 € par mois. Elle s'est fait arrêter tout simplement, à savoir que c'est une commerciale. Cette personne voulait un véhicule, depuis 3 ans, elle voulait un véhicule en 5 places, madame, voyez-vous. Il faut savoir que pour une entreprise, un véhicule en 5 places, c'est soumis à un certain nombre de règles fiscales, la taxe sur les véhicules de société en l'occurrence, ce genre de choses. Donc pour ces raisons-là, cette dame s'est mise en arrêt de travail depuis le mois de juin. C'est une anecdote parce que je peux vous en citer comme ça, je pourrais écrire un livre sur toutes les anecdotes liées au monde du travail. Donc cette personne s'est mise en arrêt de travail, donc bien sûr avec la bénédiction de son médecin traitant. Et ça a fini, figurez-vous, puisque moi j'ai refusé, comment appelle-t-on ça, la rupture conventionnelle, merci. J'ai refusé la rupture conventionnelle. Et donc ça a fini tout simplement par le fait que cette personne se retrouve désormais en incapacité de travail. Une fois encore, avec la bénédiction de la médecine du travail. Donc voilà, cette personne coûte extrêmement cher à la société, a complètement désorganisé notre entreprise. Quand je dis coûte cher à la société, parce que depuis le mois de juin, c'est la sécurité sociale qui la paye, alors qu'elle aurait dû être au travail chez nous et nous, on aurait pu continuer à la payer normalement. Voilà. Donc tout ça, c'est épuisant pour les chefs d'entreprise. Il faut savoir que l'anecdote que je vous raconte là, elle est récurrente. Aujourd'hui, les médecins traitants donnent des arrêts de travail en veux-tu, en voilà, pour un oui, pour un non. On ne cherche même pas à comprendre, tu veux un arrêt de travail, oui. Et ça coûte très cher. Ouais, non, mais la réalité, elle est pourtant là. Chut. On a dit qu'on s'écoutait. Donc voilà, moi je pense quand même qu'il est largement temps que tous les citoyens, y compris les élus, mais tous les citoyens, voilà, comme vous et moi, nous prenions tous nos responsabilités, que nous en arrêtions avec le colbertisme, l'État-providence en permanence, et que chacun y mette un petit peu de bonne volonté, de la loyauté, et je pense qu'on pourra sauver le pays en y mettant tous du sien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Derrière vous. Merci, bonsoir.
quelque chose a été dit tout à l'heure qui a apparemment récolté pas mal d'assentiments sur le tirage au sort des décideurs, des représentants. Enfin, des représentants, on n'est pas représentatif si on les tire au sort, mais ma vision des choses, c'est qu'être décideur, administrateur, gérant dans un système politique, c'est comme être médecin, plombier ou ingénieur. Je pense que pas grand monde ici souhaiterait que ce soit quelqu'un, même volontaire, pris dans la rue, soit tiré au sort pour venir réparer son évier qui fuit. Pour moi, c'est tout à fait pareil pour la personne qui va gérer mes impôts. C'est tout. Monsieur, je vais vous dire votre raisonnement là. Il a été fait il y a 2500 ans par le plus grand philosophe que l'humanité ait connu, qui s'appelle Platon. Et il a fait exactement ce raisonnement-là, en disant la responsabilité dans une société suppose une compétence. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut appréhender cette compétence-là? Et tout ce qu'on a dit, en particulier sur la gestion, la dépense publique, la dette, etc., en effet, aurait pu être en partie minoré s'il y avait eu des compétences. Donc je suis tout à fait, enfin en tout cas je comprends et partage votre inspiration. Monsieur. Oui. Bonjour, je m'appelle Monsieur Dufour et je suis palois. Alors, je me rappelle quand j'allais au fêtes de Bayonne, comme simple santan, il y a un copain qui disait « Putain, là, vous allez repartir à travailler, mais moi, je vais attendre le mois de novembre pour faire les maïs. » Et le lundi matin, quand je suis rentré, j'ai dormi à la bagnole, parce qu'on était pompés de faire la fête. Et bon, c'est une chose. Et après, j'ai fait mon métier, j'étais peintre voiture, j'étais au service militaire en Algérie. Et quand je suis revenu, je n'avais pas de boulot. Parce que ça commençait, la peinture automobile commençait. Et il y avait 2 places et elles avaient été prises. J'étais à Monin et à Monin, je ne pouvais pas me payer la chambre de l'hôtel et donc je pouvais pas, j'étais cuit. Alors il y a un copain qui m'a fait une pièce et je suis monté à Paris. Alors à Paris, quand je vois qu'il y a les gilets jaunes, je vous dirais qu'en 1963, déjà dans le 19e, il y avait des petites maisons qui étaient relogées à la Petite Couronne, à 25 km. Mais à Paris, on avait la prime de transport. Bon, après, je suis revenu ici à Pau. Alors quand je vois les gilets jaunes à Bordeaux, ça se comprend qu'ils râlent, les mecs. Parce qu'ils sont relogés vachement plus loin. Et ça revient cher. Et il n'y a pas de prime de transport. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dufour. Oui, mais je n'ai pas fini. Vous n'avez pas fini. Non, je vous demanderai si vous avez apprécié mais oui. que M. Macron a dit qu'il aimait les milliardaires. A dit quoi? S'il aimait vous. Eh bien, moi, pas moi. Parce que je suis carrossier et on est sous l'emprise des assurances. C'est-à-dire que les assurances, quand vous entendez que les plateformes font ceci, font cela, c'est nous qui le faisons. Et vous savez combien ils nous prennent? Ils nous prennent 13% sur la facture. Donc, si vous voyez M. Ferrand, vous lui dites comme ça. C'est pris en note. C'est pris en note, monsieur Dufour. Et voilà. Merci beaucoup. Non, parce que des fois, on n'a même pas 13% de remise, on a 10%, et on est obligé de signer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est la même prise par l'assurance à 95%. Donc, on est obligé de suivre. Et aussi, je dirais aussi pour l'artisanat, qu'on ne fait rien pour l'artisanat. Je vais vous donner des exemples. J'ai eu un ouvrier qui s'est cassé la jambe au sport, qui a eu 6 mois d'arrêt, et bien on a été obligé de se le prendre en charge. Parce que maintenant, des métiers manuels, on n'a plus personne. Il n'y a plus le carrossier, il n'y a plus le peintre de voiture, il n'y a plus le mécano. Et il nous faut travailler autant, et ce n'est pas juste. Ben, on a pris en note vos remarques. Merci, monsieur Dufour. Monsieur là-bas. Mais oui, mais arrêtez de me faire les moulins à vent. J'ai vu ce monsieur. Ça fait 1 heure que vous me faites les moulins à vent. Monsieur, j'ai dit que tout le monde parlerait. J'ai eu un moment où j'ai hésité, puis finalement... Bonsoir à tout le monde. C'est Raymond, retraité. Voilà.
Je regarde souvent C'est dans l'air, les débats. Depuis l'expatriation de Florent Pagny, notre chanteur, qui est allé au Portugal, j'entends souvent dire le Portugal attire les riches, les très riches, en leur disant venez chez nous, vous ne paierez pas d'impôts pendant 10 ans. Comment vous expliquez ça? Je ne vois pas de gilets jaunes. Se battre contre le Portugal. Voilà, contre cette... Quel est le but du gouvernement? Ben, c'est attirer chez lui les fortunes. Oui, mais pourquoi en faire? Ben, parce que ça consomme, ça dépense, ça investit, ça met de l'argent dans le pays. Parce que nous, on fait l'inverse. Exactement. Voilà. Vous avez posé la bonne question. C'est la bonne question parce que ça veut dire que probablement, ici, il y a de telles disparités, ben, il y a des gens qui vont dans ces pays-là. Monsieur. Bonsoir. Par rapport à l'Assemblée, j'ai 2 éléments. Premier élément, c'est concernant la vie politique française. Je souhaiterais que tout élu mis en cause judiciairement démissionne. Ensuite, que le salaire des élus soit indexé sur le SMIC. Deuxièmement, c'est que tous les frais des élus soient justifiés et remboursés au même titre que les salariés sur un barème, au même titre que les fonctionnaires. Et généralement, ce n'est pas le mois suivant, c'est 3 mois après. Ensuite, ma proposition, c'est un vote blanc autorisé, quitte à ce qu'il soit obligatoire, et en cas de majorité du vote blanc, révocation de tous les candidats. Ensuite, j'ai un dernier souhait, c'est concernant les prochains débats. Monsieur Bayrou, vous êtes certes élu, mais vous cristallisez tous les propos. Il serait plus favorable pour le débat que chaque participant ou chaque personne qui prenne la parole vienne ici sur la tribune, quitte à prendre un ticket, et que les élus ou que les personnes qui gèrent le débat soient des personnes non électives. Merci et bonne soirée. C'est un point de vue, mais moi je considère que je ne suis pas en campagne, monsieur, en rien. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je considère de mon devoir, lorsque des choses que je sais fausses, de les rectifier, parce que je suis un citoyen qui a le droit de parler. Je n'ai déformé aucun propos. Je ne sais pas ce que cristalliser un propos veut dire.